Bonjour à tous et bonjour à toutes. On va commencer d'abord par remercier les organisateurs et les bénévoles qui ont permis à ce colloque de se tenir. Merci aussi Mélanie pour l'invitation. Alors, comme son nom l'indique, non, il fallait pas aller trop vite. Voilà, le nom de la communication, le titre de la communication l'indique. Nous, on va vous parler des prises de décision en fin de vie. Dans ce contexte, on conçoit que, évidemment, si la personne qui est au centre de ces soins de fin de vie, c'est la personne malade, il concerne ces soins de fin de vie également les proches. Et ce, notamment par le fait que ses proches, il et elle, surtout elle d'ailleurs, donc que ses proches sont indispensables lors de cette période, et plus particulièrement encore quand ces soins se passent à domicile. Alors, par ailleurs, ça fait déjà 15 ans que l'Organisation mondiale de la santé le recommande, mais la loi sur les soins de fin de vie du Québec de 2014 le précise aussi. Le suivi de deuil pour ses proches aidants fait partie de ces soins de fin de vie. Alors, au niveau clinique, on part du principe que le deuil est un processus et on va y revenir, donc le deuil est un processus qui se passe généralement normalement. Puis je mets des gros guillemets sur le normalement, je suis quand même sociologue. Donc normalement, ça se passe bien, mais pour une petite proportion de personnes, il va y avoir plus de difficultés lors de ce deuil et on va parler donc de cette période. Alors, deux questions se posent concernant le thème du colloque. La première, c'est de savoir dans quelle mesure les processus de prise de décision peuvent affecter le vécu du deuil des proches aidants en contexte de soins palliatifs et de fin de vie. Et la deuxième question, c'est de se demander comment est-ce qu'on décide de suivre ou non les proches lors de ce deuil. Alors, les objectifs de notre présentation sont de deux ordres. D'une part, on va vous présenter quelques facteurs qui sont en lien avec les processus de prise de décision en fin de vie et ces facteurs, évidemment, qui peuvent affecter positivement ou négativement le processus de deuil. Et le second objectif, ça va être de présenter un outil qu'on a créé au CREGES, un outil de prise de décision pour le suivi de deuil de ses proches. Alors, la présentation va se dérouler comme suit. On va d'abord, en fait c'est Zelda, qui va d'abord vous présenter quelques moments charnières dans les soins de fin de vie, en lien bien évidemment avec le processus de prise de décision, puisqu'on est là pour parler de ça. On va ensuite regarder quels peuvent être les rôles du système soignant dans ces prises de décision en fin de vie. Et enfin, on va vous présenter l'outil dont je vous parlais tout à l'heure. On a appelé ça une cartographie. Et cet outil nous permet entre autres de repérer des proches qui seraient plus fragiles, plus vulnérables lors de la période du deuil. L'outil sert aussi aux intervenants à les orienter sur les interventions qui pourraient soutenir les proches. Je vais passer la parole à Zelda. Bonjour. Commençons avec quelques moments charnières pour la prise de décision en fin de vie. Les étapes qui impliquent une prise de décision en fin de vie sont très nombreuses. On peut commencer par le diagnostic. Évidemment, il s'agit d'un moment de prise de décision important. Et les questions qui peuvent se poser sont les suivantes. Quand est-ce que le médecin annonce la maladie? À qui annonce-t-il? Ou encore, comment annonce-t-il? Etc. La question des traitements fait aussi l'objet de la prise de décision. Les traitements sont-ils bénéfiques pour la personne? La personne aurait-elle une meilleure qualité de vie suite au traitement? Quel niveau de soins privilégié? Quand est-ce qu'on réfère la personne malade en soins palliatifs, etc.
Il y a aussi pour les proches la question de choix de devenir ou non un proche aidant. Jusqu'où veut-on être un proche aidant? Est-ce que je suis prête à m'occuper de la médication malgré les risques? Est-ce que je me sens capable de poser des gestes cliniques, etc. Il y a aussi le choix de recevoir ou non un suivi à domicile. Est-ce que la personne en fin de vie et ses proches veulent avoir un suivi à domicile? Et qui demande ce suivi? Un des enjeux importants à mentionner, c'est le fait que laisser une équipe rentrer dans l'intimité de domicile et transformer ceci en véritable lieu de soins. Évidemment, il y a aussi le choix de lieu de fin de vie. La personne malade préfère-t-elle rester chez elle ou aller à l'hôpital? Les proches peuvent-ils soutenir la décision? Si la personne malade doit rester chez elle, on entend beaucoup que les personnes veulent mourir chez elles. Mais au Québec, en 2013, il faut savoir que seuls 11% des ensembles des personnes décédées sont mortes chez elles. Et cette proportion diminue encore pour les personnes les plus âgées, puisque seuls 9% des personnes de 80 ans et plus qui sont décédées sont mortes chez elles. Il y a aussi la question des directives médicales anticipées. Est-ce que la personne malade et les proches ont la même vision de ces directives? Est-ce que les directives sont connues des intervenants? Évidemment, il y a encore d'autres décisions importantes à prendre, notamment concernant l'enterrement, les arrangements funéraires, le testament, etc. Il faut préciser que, comme nous allons mentionner, ces prises de décision concernant bien évidemment la personne malade, puisque c'est elle qui est au centre de la situation. Mais on est d'accord pour dire que les proches et les équipes de soutien sont essentielles dans la prise de décision. Pour notre part, aujourd'hui, nous nous intéressons à la question des prises de décision en lien avec le deuil et des proches. Bien entendu, le deuil des proches est influencé par un grand nombre de facteurs. Nous allons y revenir lors de la présentation de la cartographie, mais nous avons identifié 8 grandes dimensions qui peuvent influencer l'expérience de deuil des proches. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les facteurs en lien avec la dimension du système soignant. Mais avant de parler de l'influence qui peuvent avoir les équipes sur le deuil des proches, regardons une des nombreuses définitions de deuil. Le deuil vient du latin dolus, qui signifie douleur. Il est généralement entendu comme un état affectif douloureux provoqué par la mort d'un être aimé. On parle d'émotions telles que la tristesse, la colère, la culpabilité, la bivalence, le soulagement, etc. Mais le deuil, c'est aussi la période de douleur et de chagrin qui suit cette perte. On peut dire en gros que le deuil est un processus adaptatif pour apaiser la douleur éprouvée à la suite d'un décès. Ce que la littérature nous dit sur le deuil, c'est notamment que la manière dont les proches vont cohabiter avec le système soignant dans les prises de décision va influencer plus ou moins fortement la manière dont ces proches vont vivre leur deuil.
Nous reviendrons sur la question de l'outil développé par Ocreges. Mais en travaillant sur les facteurs qui peuvent influencer le deuil, nous avons trouvé dans la littérature ou dans l'expérience des équipes qui accompagnent les personnes âgées en fin de vie, au moins 18 facteurs différents qui sont directement en lien avec le système soignant. Ces facteurs peuvent donc avoir un impact positif ou négatif sur le vécu de deuil. On ne peut évidemment pas tous les passer en revue, mais donner ici quelques exemples. Annoncer un décès à venir ou statuer sur un prognostic n'est jamais facile pour les équipes soignantes. Toutefois, on sait que si on attend trop longtemps pour annoncer la nouvelle ou le prognostic, il peut être difficile pour les malades et les proches d'avoir quelques heures ou quelques jours d'avant, soit avant la fin. Il faut donc que le système soignant prenne en compte le fait que les malades et les proches peuvent avoir besoin de temps pour assimiler ce que s'en vient. Il arrive que l'équipe soignante attende la dernière minute avant d'annoncer un décès à venir, alors qu'elle aurait pu faire annonce plus tôt dans le processus de maladie. Cela aura permis à la personne malade et son entourage de se préparer à sa situation. Et cette préparation à la mort à venir pourra avoir un impact important sur la résolution du deuil des proches. Cette annonce est également importante dans la mesure où elle offre la possibilité pour les malades de recevoir des soins de confort. Ces soins visent notamment la gestion de la douleur physique et psychologique. Le fait de voir son proche malade être pris en charge peut être un facteur qui soulage ou de moins rassure le proche. Et cela aura aussi un impact sur la manière de vivre son deuil, puisque savoir que son proche est mort le plus paisiblement possible est évidemment rassurant. On peut aussi parler de la qualité des informations qui est fournie à la personne malade et ses proches. Effectivement, une communication déficiente ou insuffisante pour amener les proches à ressentir une culpabilité importante lors du vécu de deuil. Si j'avais su qu'il allait mourir aussi rapidement, j'aurais dit ou fait ceci ou cela. Si nous avions été au courant de son état, nous aurions pu demander du soutien d'une équipe spécialisée. Si nous avions su, nous aurions appelé les enfants plus rapidement. Le regret ne facilite évidemment pas la résolution du deuil. Un dernier exemple que nous vous représentons aujourd'hui concerne les directives médicales anticipées. Elles sont également importantes sur le vécu du deuil. Oui. Elles sont également importantes dans le vécu du deuil. Il s'agit pour les proches d'être au courant qu'il existe une démarche pour permettre de ne pas avoir porté seul le fardeau d'une décision parfois capitale. Il revient à l'équipe des intervenants de signifier que les telles démarches existent et qu'elles permettent d'initier une discussion sur certaines décisions à prendre en fin de vie. Pensez notamment à annoncer aux ambulanciers que sa personne malade ne veut pas être réanimée. Une telle demande n'est jamais facile à faire. Mais si elle a été discutée, le poids à porter sera certainement moins lourd et l'impact sur le deuil en sera moins fort.
On voit donc ici à quel point le processus décisionnel qui engage les équipes de soutien pour avoir un impact important sur le vécu de deuil des aidants. Ceci alors même que ces impacts sont souvent négligés par les intervenants. Donc, on sait maintenant que le système soignant a un impact, peut avoir en tout cas un impact positif ou négatif sur le vécu du deuil. Et donc, on veut poursuivre la réflexion et on peut se demander comment est-ce que les intervenants peuvent repérer des proches qui auraient davantage besoin de soutien que d'autres. En effet, on l'a dit, la plupart du temps, le deuil se passe de manière, entre guillemets, normale. Et les études estiment qu'environ 60% des proches qui vivent un deuil seraient dans cette situation où finalement le soutien des amis et de la famille suffit à traverser cette période difficile. Il y a ensuite des personnes qui pourraient avoir besoin d'un soutien un petit peu plus consistant que les amis et la famille. Les études montrent qu'à peu près 30% des personnes endeuillées seraient dans ce cas-là. Et puis, il y a le fameux 10% des personnes endeuillées qui, elles, vont rencontrer des situations plus problématiques. Puis attention, là, je ne parle pas des situations de deuil compliquées ou pathologiques, entre guillemets. C'est des personnes qui vont avoir besoin d'un soutien un petit peu plus consistant que les groupes de soutien. Alors, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut repérer ces fameux proches et comment est-ce qu'on peut soutenir les intervenants au niveau du suivi. Donc, comment est-ce qu'on peut aider les intervenants à identifier en fait les orientations que les interventions peuvent prendre. Alors, c'est ici qu'on veut vous présenter un outil qui a été développé par la pratique de pointe il faut dire les domaines de pointe en proche aidance et le domaine de pointe en soins palliatifs à domicile. Et donc développé par ces deux pratiques de pointe-là, puis une équipe de chercheurs belges aussi. Alors, comme son nom l'indique, et là c'est effectivement très très petit pour vous, mais le titre de l'outil, parce que c'est ça l'outil, on ne pouvait pas faire plus grand. Donc elle a un titre, cette cartographie, et il s'agit d'une cartographie qui répertorie les facteurs qui influencent l'expérience des proches face aux pertes. Alors évidemment, on ne va pas passer en revue tous les facteurs, mais ce qu'on peut dire en fait, c'est que la littérature autour du deuil est vraiment très très abondante. Ça fait aucun doute. Et cette littérature, je vais parler moins vite. Et cette littérature nous montre que les facteurs qui influencent le deuil sont très nombreux. Ceci étant dit, on a beau consulter ces documents-là, on ne retrouvait pas d'outils ou en tout cas de documents qui recenseraient l'ensemble de ces facteurs qui pourraient affecter positivement ou négativement le deuil des proches. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a épluché la littérature, on a rencontré des intervenants, on a rencontré des praticiens-chercheurs et on a recensé en fait tous les facteurs qui pourraient influencer l'expérience de ce deuil. On a repéré dans la cartographie, en fait, 78 facteurs en total, et on les a regroupés selon 8 dimensions différentes. Et là, c'est excepté, encore une fois, la situation particulière du deuil complexe, dont on ne parle pas aujourd'hui, c'est à côté parce que c'est une situation particulière. Mais pour les deuils dits normaux, il y a 78 facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Alors, au niveau des principes d'utilisation de l'outil, on va le voir plus tard, mais la première chose vraiment importante pour les intervenants qui utilisent l'outil, c'est de savoir qu'on part du principe qu'il n'y a aucun facteur qui, a priori, est une entrave ou une ressource pour les proches aidants. Les expériences du deuil sont tellement diverses, les proches sont tellement divers, qu'on voulait laisser la porte ouverte pour qu'un facteur X puisse, dans certains cas, pour certaines personnes,
être une ressource pour son deuil, alors qu'un autre proche, le même facteur serait quelque chose de plus lourd. On a pris ici l'exemple du travail. Donc, le fait de ne pas avoir d'emploi au moment de la prise en charge de la personne malade, ça peut évidemment être une entrave au niveau financier. C'est sûr qu'il y a un manque à gagner financier. Vous quittez votre boulot, vous avez un manque à gagner financier. Ça peut aussi être une entrave parce que pour certaines personnes, le travail, puis de plus en plus d'ailleurs, le travail, c'est quand même une source de reconnaissance, c'est un support identitaire important. Donc, le fait de ne pas avoir de travail, ça peut être une entrave. Mais pour d'autres proches, le fait de ne pas avoir de travail, ça peut aussi être quelque chose de l'ordre de la ressource parce qu'on a une disponibilité totale pour prendre soin du proche. Donc, un même facteur peut être positif ou négatif. On a la même chose, par exemple, pour la famille. La famille peut être, dans certains cas, une ressource, mais la famille peut aussi être une entrave lors du deuil, quand la cohésion familiale, la dynamique familiale est plutôt négative, etc. Donc, la famille en tant que telle, ça n'est pas une ressource a priori. Le deuxième principe, en fait, il concerne l'identification des ressources par les intervenants. En effet, en soumettant l'entièreté, puis là, il faudrait... non, on va laisser comme ça. En soumettant l'entièreté des facteurs aux yeux des intervenants sur une même page, en fait, on les force quelque part, on les amène à voir effectivement ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va bien. Et c'est vrai qu'on sait que les intervenants, quand ils regardent une situation, c'est vrai qu'ils ont tendance à regarder ce qui ne va pas, puisque c'est ça aussi leur job, c'est de trouver des solutions à ce qui ne va pas. Et donc, on les amène, si on veut, à rechercher avec le proche ce qui va bien. Et on sait que dans la grande majorité des cas, il y a toujours quelque chose qui va bien. On est donc en mesure, à ce moment-là, et on va le voir, de trouver rapidement des ressources pour ses proches pour les aider à passer au travers du deuil. Alors, le principe d'utilisation est le suivant. Ça donne plus ou moins bien, mais le principe d'utilisation, c'est d'utiliser un marqueur fluorescent pour ce qui pourrait consister en des entraves et un marqueur différent pour les ressources. Ici, on a utilisé le vert pour ce qui va bien et le rose pour ce qui ne va pas bien. Alors, on voit comment ça se présente. Dans ce cas-ci, par exemple, on a une situation dans laquelle ça se passe plutôt bien pour l'approche qui accompagne cette personne-là. Oui, il y a quelques petits problèmes, évidemment, comme dans toutes les situations. Par exemple, on a surligné le fait qu'elle avait accompagné sa sœur, cette proche-là, dans un processus de fin de vie. Elle avait trouvé ça vraiment difficile. Donc, il y a des entraves dans son processus de deuil. Je pense que l'autre entrave, c'était que ses enfants ne la reconnaissent pas super bien dans son rôle de proche et qu'elle n'a pas beaucoup d'aide. Mais bon, visiblement, dans cette situation-là, cette personne devrait pouvoir vivre son deuil de manière plutôt normale. Diapo suivante, toujours le même principe. Donc là, on a le rose pour ce qui ne va pas et le vert pour ce qui va bien. On est visiblement dans une situation qui est beaucoup plus complexe. La personne, elle a vraiment du mal avec la situation. La relation, donc c'est une conjointe qui accompagne son conjoint. La relation est conflictuelle, ça ne va pas du tout. Et ça ne va pas du tout non plus avec le système soignant. Là, ça se passe très très mal, la communication, les services, ça se passe très très mal. Ceci étant dit, la beauté de la cartographie, et là je ne parle pas des couleurs, la beauté de la cartographie, c'est qu'il y a du vert. Et donc, on s'est identifié très très rapidement que on va pouvoir, enfin l'intervenant va pouvoir guider cette personne-là vers son réseau social. Et dans ce cas-ci, c'est une personne qui fait partie d'une communauté religieuse, qui est soutenante, qui est entourante, et donc l'intervenant va pouvoir, si vous voulez, orienter cette personne-là vers ce type de soutien-là.
Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on voudrait que vous reteniez de cette communication-ci? C'est d'abord le fait que les prises de décision en fin de vie sont très souvent difficiles et complexes. C'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure, notamment avec le diagnostic, hein, on l'a bien vu, c'est très compliqué. C'est compliqué effectivement parce que c'est un droit pour les personnes d'avoir ce diagnostic, mais c'est compliqué aussi pour les équipes, il faut pas se le cacher. Annoncer à quelqu'un une mort à venir, les médecins, on sait qu'ils n'ont pas cette habitude-là et que ça peut être extrêmement difficile pour eux. Ensuite, ce qu'on peut retenir aussi de cette communication, c'est que les intervenants, les équipes vont avoir un impact sur le suivi de deuil, sur la manière dont le deuil va se vivre. Et donc, il faut qu'elles soient conscientes qu'elles ont un rôle à jouer au moment de l'accompagnement dans ce deuil qu'elles ne verront probablement pas, hein, puisqu'elles ne sont plus là après le décès. Les prises de décision sont des moments importants et donc il faut que ces équipes puissent accompagner ces personnes malades, évidemment. Ce sont elles qui sont au centre, mais aussi les proches dans ces processus de fin de vie. Encore une fois, le partenariat ici, et je pense que c'est ça que les deux communications mettaient de l'avant quelque part, c'est qu'il s'agit d'un partenariat, même si on sait que c'est la personne concernée qui est avant tout au centre de la situation. Il y a vraiment un partenariat à avoir entre les intervenants, le proche et la personne, ici la personne en fin de vie. Alors, en terminant, pour répondre à la question, c'est ça, du partenariat, de la communication entre l'ensemble des acteurs. Et du coup, en fait, pour nous, l'important, c'est de soutenir les équipes pour qu'elles parviennent quelque part à soutenir les proches dans ces processus-là, pour qu'elles puissent, ces personnes-là, ces proches, vivre le plus sereinement possible leur deuil. Merci.